Bonjour Laurent Petit. Bonjour. Alors vous êtes psychanalyste urbain, directeur Mhm. de l'ANPU, l'Agence Oui. nationale de psychanalyse urbaine. Mhm. Pouvez-vous expliquer aux auditeurs ce qu'est cette science toute récente qu'on appelle la Oui. psychanalyse urbaine? C'est une science qui est donc inspirée de la psychanalyse et qui permet donc de faire des diagnostics de territoire Ouais. en menant une enquête sur place, en faisant parler le territoire, ça peut être une ville ou un département, et la faisant parler via des habitants du coin, et puis aussi des experts, des gens qui connaissent bien leur territoire de par leur pratique professionnelle, parce qu'ils ont un métier sur place, comme celui de responsable du patrimoine, des archives, de l'urbanisme. On va voir durant l'enquête des gens qui s'occupent du monde économique, du monde associatif. On va Ouais. voir aussi des artistes, des élus, des journalistes, éventuellement aussi des alchimistes, des rebouteux. On aime bien aller voir les gens un peu mystérieux. Puis D'accord. on va aussi traîner dans les cafés. Hmm, d'accord. Comment est née cette science? Cela a commencé, je crois, lors d'un voyage à Karosta en Lettonie, dans des Ah, circonstances plutôt rocambolesques. oui, oui, c'était un projet. J'ai assisté là-bas à une présentation d'une rénovation d'un centre culturel français qui avait été dynamité par les Russes lors de leur départ. Et puis c'était un endroit assez rocambolesque parce qu'il y avait en même temps un congrès qui faisait les liens entre les techniques d'espionnage et l'art contemporain. Et donc il y avait tout un tas d'espions russes, biélorusses, ukrainiens qui essayaient de se recycler dans l'art contemporain. Et en même temps, il y avait cet ouvrage qui avait été inauguré en grande pompe avec plein de performeurs venus du monde entier. Mhm. Donc il y avait une performance qui était menée par des étudiants de l'école d'art de Kinshasa. Et ils proposaient de se mettre dans une baignoire où il y avait de la boue et de la paille. Et puis il fallait mettre la baignoire sur son dos pour faire une tortue. C'était assez compliqué, mais bon, Ah, ah, je me suis prêté au jeu. Et puis à ce moment-là, j'ai entendu la voix de Jean-Luc Godard. Et puis ah. Ouais. c'était quelqu'un qui filmait la scène en imitant Jean-Luc Godard. Et donc je me suis rapproché de lui et puis il s'appelait David Legrand. Et moi je m'appelle Laurent Petit, donc c'était assez étonnant, moi, Petit Legrand. Et à ce moment-là, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faisait là et il me dit je suis au congrès sur l'espionnage et en fait il prétendait espionner les villes en se faisant passer pour Jean-Luc Godard. Hmm. Et il m'a demandé ce que je faisais, donc moi j'ai dit psychanalyste urbain et tout de suite il m'a proposé de psychanalyser Vierzon. Et c'est comme ça que le projet s'est enclenché parce que en fait c'était Voilà, ça a une demande commencé assez par sérieuse. Vierzon. Mm. Alors vous publiez donc La ville sur le divan aux Mhm. éditions La Contre-Allée qui Oui, raconte la genèse du projet de psychanalyse urbaine, les premières enquêtes menées dans différentes villes et territoires. exactement. Ouais, j'ai essayé de raconter comment le projet s'était articulé au travers de l'enquête qu'on a menée dans les Côtes d'Armor, puis à Tours, puis une zone qui s'appelle la zone de l'Union entre Roubaix, Tourcoing, Wattrelos, puis Marseille, et j'ai fini par Alger. Oui. Une publication qui n'a pas été facile puisque les locaux de votre agence et de nombreux documents ont été détruits par un incendie. Oui, alors ça nous a marqué. Donc un an, on a eu ces locaux qui étaient ravagés, et c'était au moment où on nous demandait de publier nos travaux parce on a rencontré beaucoup. La proposition a rencontré beaucoup de succès et là depuis 5-6 ans, on a psychanalysé une cinquantaine de villes et de territoires et on n'avait jamais le temps d'archiver, de voir comment on pouvait présenter ça. Et comme l'agence a pris feu, on s'est dit, bon, pour faire le deuil hein, de la disparition de la plupart de nos archives, Mhm. on s'est dit, bon, bah, je vais faire le deuil en écrivant cet ouvrage. Et de mémoire, et grâce à quelques documents qui traînaient quand même de ci, de là, on a réussi à reconstituer les premières enquêtes. Très bien. La préface est de la Corbusière. Alors, c'est une habitante de Tours qui s'est beaucoup Oui, investie au sein de la NPU. exactement, c'est quelqu'un qui s'intéresse
au rapport entre l'urbanisme et le monde artistique. Donc elle a beaucoup encouragé le projet en nous accueillant pour la première fois dans des conditions dignes de ce nom, parce que les premières enquêtes on les faisait bénévolement, et dans la démarche analytique c'est pas bon. Il faut absolument que la ville s'investissent, ne serait-ce que par l'engagement financier, hein, comme quand vous allez vous faire psychanalyser, vous versez une somme assez conséquente pour bien montrer votre engagement sur le chemin de la guérison. Et en psychanalyse urbaine, ça fonctionne comme ça. Oui, et puis il y a des grands repas aussi qui sont importants pour l'enquête. Bien sûr, parce que le fait d'être rétribué, ça nous permet d'aller dans les meilleurs restaurants de la ville et de goûter au territoire par ce biais, parce que c'est quand même encore aujourd'hui, surtout en France, une façon de revendiquer son identité. Alors, dans La ville sur le divan, vous expliquez votre méthode, les 8 commandements de la psychanalyse urbaine et les outils que vous utilisez lors de vos enquêtes, comme par exemple la cryptolinguistique, une science, je vous cite, qui permet de détecter des messages codés à l'intérieur même du territoire étudié. Exactement. Alors, ça c'est une science qui a été détectée lors de la psychanalyse urbaine de la zone de l'Union, qui est une zone entre Roubaix, Tourcoing et Wattrelos. Et bon, si vous connaissez un peu ce territoire, c'est 3 villes qui ne s'entendent pas bien entre elles. Et si vous analysez les noms, par exemple dans Tourcoing, il y a un coin, c'est un fruit. Le tour, c'est un symbole fort du monde du travail. Dans Roubaix, on a la baie, qui est aussi un fruit. La roue, c'est aussi un symbole du travail. Et donc, on a 2 villes issues du fruit de leur travail au niveau lacanien. Alors que dans Watt-Relos, si vous regardez bien, le watt, c'est quand même l'unité de mesure de la puissance, donc du travail. Et relos, ça fait, si vous regardez bien, solaire à l'envers. Donc ça a résonné avec la dimension environnementale de ce projet d'écoquartier. Donc, cryptolinguistiquement, lacaniquement parlant, le projet devenait très cohérent. Et ça a permis de mieux fédérer les villes sur cette proposition qui venait de la communauté urbaine de Lille, qui dans l'histoire était une sorte de grand-mère entremetteuse. Parce que au-delà des recherches lacaniennes, on est aussi sur des filtres freudiens. On essaie de reconstituer les familles de villes. Donc Roubaix, Tourcoing, Wattrelos, c'est un peu les mères porteuses du projet. Et la communauté urbaine de Lille, c'est une sorte de grand-mère entremetteuse. Un autre de vos outils qui permet de révéler des choses étonnantes, c'est la morphocartographie. Pouvez-vous expliquer de quoi il s'agit? Ça permet de détecter des formes inconscientes en observant attentivement les cartes des territoires étudiés. Alors, c'est pas facile de le visualiser à la radio, mais par exemple, sur le plan de Wattrelos, on a détecté un lapin. Un lapin qui, en astrologie urbaine, est vraiment un synonyme est un symbole de fécondité. Et dans l'histoire, ça résonne bien avec l'histoire, puisque c'est via Wattrelos que sont arrivées les vagues d'émigration belge qui ont peuplé jadis à la fois Tourcoing et Roubaix. On a détecté un sanglier aussi dans le projet même de la zone de l'Union. Un sanglier qui joue au ballon. Qui joue au ballon, on a aussi, on le voit bien, hein, il y a des schémas qui le montrent dans le livre. Puis plus tard, par exemple, on a détecté un goldorak allongé dans le centre de Villeurbanne. Toutes sortes d'animaux, hein. À chaque fois, on est surpris par les formes inconscientes que l'on peut trouver dans le territoire. Et parmi les traitements que vous préconisez pour les villes et territoires, il y a ce concept de ZOB, pour zone d'occupation. On prononce ZOB. ZOB, oui. ZOB. Zone d'occupation bucolique, qui vise à recréer du lien social, de la convivialité, c'est ça? Exactement. Bon, derrière le concept de ZOB, il y a une idée de refertiliser les villes en créant du lien social via toutes sortes de propositions qui sont liées à la fin du monde industriel et à la fin de la civilisation du pétrole, ce qui provoque des vagues de chômage sans précédent, hein, qui sont pas faciles à assumer pour les villes, mais qui sont pour nous la possibilité de réinventer la société aujourd'hui en essayant de favoriser par exemple l'agriculture de proximité. C'est pour
pour ça qu'on a imaginé une deuxième génération de jardins ouvriers qui seraient donc des jardins chômeurs, où là on pourrait imaginer dans les parkings, les garages, même l'intérieur des automobiles qui seront bientôt obsolètes, créer toutes sortes de serres. On pourrait donc cultiver des produits à forte valeur ajoutée qui seraient commercialisés dans les relais H, Oui, c'est ça. les cafés fumeurs, etc. Donc on a toutes sortes de propositions pour redynamiser l'économie par des micro-entreprises, des petits projets qui permettraient de créer une mosaïque de PME, même de MME, hein, de micro et moyennes entreprises, pour recréer un tissu social et refédérer les gens autour d'un vrai projet de société qui serait moins catastrophique pour l'environnement que ce qui se pratique aujourd'hui. Ok, très bien. Je ne vais pas aller dans le détail, mais dans le livre, non. c'est expliqué. Hein. Oui. Vous l'avez lu avec soin, j'imagine. Oui, tout à fait. Le concept de ZOB, comme d'autres idées lancées par la NPU, proviennent d'un personnage central de votre agence, Charles alias Charlie, le project designer. Exactement. Alors là, Charles alias Charlie, lui est architecte de profession, donc a un œil très avisé sur l'urbanisme, et il m'accompagne dans les enquêtes depuis 5 ans. Hein. Il est assez vite arrivé dans l'équipe parce que moi j'étais un peu... j'avais pas la compétence pour pouvoir vraiment imaginer des projets thérapeutiques pour soigner les villes, et lui il s'est associé au projet et il a vraiment dynamisé la NPU et lui donné vraiment plus de profondeur et plus d'assurance au niveau des traitements thérapeutiques. Ok. En tant que psychanalyste urbain, quelle est selon vous la névrose la plus répandue dans le monde entier ? La névrose la plus répandue, c'est l'étalement urbain. Hein, c'est les villes qui s'élargissent, qui se développent sur les territoires à une vitesse folle. Je crois qu'aujourd'hui, on a passé le seuil des 50% d'habitants des villes. Rien qu'en France, j'ai l'impression qu'il y a l'équivalent d'un département de terres agricoles qui est absorbé par l'étalement urbain tous les 8 ans. On nous m'a dit tous les 10 ans et maintenant des gens prétendent que c'est tous les 7 ans. Ça, c'est un premier problème. Il y a la névrose automobile qui est un vrai problème parce que ça embouteille les villes, ça attise le réchauffement climatique. Et aussi le deuil industriel, hein, le deuil industriel qu'il faut absolument faire parce que l'industrie a vraiment fait beaucoup de ravages au niveau environnemental, mais au niveau social, etc. Donc là, c'est nos trois grandes névroses, c'est les 3 grandes névroses qu'on s'efforce de traiter au travers de nos enquêtes et de nos restitutions. Oui, alors justement, chaque enquête sur le terrain fait ensuite l'objet d'une restitution au public. Une présentation qui se fait parfois dans des endroits insolites comme une crêperie ou une église. Exactement, ouais. Généralement, on effectue cette présentation dans les salons d'honneur de la mairie, hein, la salle des mariages, et ça interpelle beaucoup d'habitants. Et c'est vrai qu'à nos débuts, on a eu l'occasion de présenter ces travaux dans une crêperie, hein, dans les Côtes d'Armor. Et aussi dans une église, l'église de la Belle de Mai à Marseille, où là on a vraiment provoqué un enthousiasme sans précédent. Les gens à la sortie se roulaient par terre, il y a beaucoup de gens qui arrachaient leurs habits. Des gens donnaient tout leur argent, il y a eu un moment de folie à ce moment-là. C'est ce qui arrive souvent d'ailleurs à la fin de nos conférences. Les gens découvrent leur territoire et ils s'aperçoivent que l'avenir est encore possible. Alors qu'habituellement, ils croient que c'est vraiment la fin, et la fin est pour bientôt. Donc il y a un effet de renaissance très violent qui survient parfois. Vous donnez de l'espoir aux gens, en fait. Oui, on leur redonne goût à la vie et ils arrivent à se projeter dans l'avenir. Dans certaines villes, on a observé 1 an, 2 ans plus tard que le taux de fécondité avait remonté de manière très spectaculaire. Les gens se remettaient à faire des enfants. Ok. Alors la ville sur le divan se conclut par une longue liste de remerciements. 6 pages en tout. Ce n'est pas très courant. C'est vrai, ce
qui était incroyable, c'est que durant toutes ces années, on a rencontré un nombre invraisemblable de personnes qui nous ont aidés. Et j'ai dû faire une sélection, j'ai dû remercier qu'un millième des gens qu'on devait remercier. D'ailleurs, parce qu'on a perdu la plupart des identités à cause de l'incendie qui a ravagé nos locaux. Donc j'ai fait, de mémoire, j'ai remercié qu'une petite centaine de personnes. Et ça me pose des gros problèmes parce que je me souviens tout à coup que j'aurais dû remercier cette personne ou celle-là et son nom m'est revenu après la parution du livre. Peut-être s'il y a un deuxième tome. Je pense que le deuxième tome ne sera consacré qu'à des remerciements. D'accord. J'invite tout le monde à se procurer votre livre, La ville sur le divan, aux éditions La Contre-Allée, pour en savoir plus sur la NPU et sur la psychanalyse urbaine. À signaler qu'on peut retrouver votre agence sur Internet. Elle a un site, c'est www.anpu.fr et également une page Facebook. Oui, bah écoutez, oui, c'est exactement ça. Alors, le 30 octobre, vous serez à la librairie... Le 31. Oui, le 30, oui, oui, le 30 au bateau livre, mais le 30, vous serez à la librairie du Théâtre du Rond-Point à Paris, et le 31 octobre à la librairie Le Bateau Livre, donc 154 rue Gambetta à Lille. Quelles seront les prochaines villes ou territoires que vous allez psychanalyser? Alors actuellement, là, je vous parle de Camargue, où on est en train de psychanalyser la Camargue. Ensuite, on va travailler sur le bocage normand. Et l'année prochaine, on a en projet la ville de Drancy. Ça va pas être facile, j'ai l'impression. Ensuite, peut-être, sans doute, Cherbourg, Fécamp, le Jura. Et là, ce matin, on a reçu une demande de Naples. Et aussi une demande de Montmorillon. Alors, Montmorillon, j'imagine que c'est au fin fond de la Vendée. Et puis, il y a un projet qui se dessine en Pologne, sous la forme d'un documentaire. Ok. Voilà, oui. Eh bien, merci beaucoup, Laurent Petit. On rappelle le titre de votre livre, c'est La ville sur le divan, et c'est paru aux éditions La Contre-Allée. Voilà. Merci à vous et bonne journée. Bonne lecture à tous. Au revoir. Au revoir.